remercie Gildas de se joindre à nous et de faire cette intervention liminaire. Alors, Gildas, il n'est pas dans d'être raé, hein, donc pas encore en tout cas. Voilà. Mais pourquoi effectivement on a pensé à lui pour faire cette conférence introductive? En fait, il a publié un très bon article en 2018 dans Nature Sciences Société. Vous voyez, l'avenir de la socio-économie écologique, environnement et valeurs au-delà du Yalta disciplinaire. C'était l'occasion en fait de la parution du petit repère Douai et Plumcock sur l'économie écologique. Voilà, donc spontanément, il avait proposé un compte-rendu de l'ouvrage. Et puis, comme il y en avait déjà un qui était dans les tuyaux, si je puis dire, il y avait un point de ce compte-rendu qui était très intéressant, qui était justement la question de la valeur. Hein, pour aller très très vite, Douai et Plumcock pointaient effectivement la question de la valeur dans le domaine de l'économie écologique et, disons, réouvraient la perspective d'une approche marxienne de la valeur. Voilà, et c'est par rapport effectivement à cette question-là que Gildas avait réagi. Hein, donc je vous incite à télécharger l'article, hein, il est en accès libre. Voilà, et donc la discussion interdisciplinaire, hein, autour de la valeur, j'ai tout de suite pensé effectivement à Gildas, et puis voilà, il a accepté de venir. Donc encore une fois, merci à lui. Merci beaucoup. Alors, j'ai prévu un petit diaporama. Merci Franck Dominique. Donc, en effet, je suis pas, je suis pas partie travailler, donc j'espère que ce que je vais vous dire va vous parler. Je suis pas non plus économiste, même s'il y a beaucoup d'économistes parmi vous, et je vais parler d'économie. Donc, j'espère que ça créera pas de, de comment de gêne, voilà. Mais je pense que c'est intéressant parce que sur l'action de la valeur, on est nécessairement amené à passer les frontières des disciplines et précisément trouver les moyens, trouver un lieu où les disciplines peuvent arriver avec ce qu'elles travaillent elles-mêmes sans déformer ce qu'elles font, voilà, et pouvoir quand même être entendues et entendre ce que font les autres. Donc, ce qui est notamment pour un projet interdisciplinaire comme le vôtre, en fait, avec euh, différents groupes de travail sur différents thèmes. On voit bien que l'organisation se fait sur les thèmes et pas sur les disciplines, d'après ce que j'ai vu de la présentation aussi. Donc c'est vraiment sur la question de l'alimentation, la question de l'élevage, la question des ressources en bois, etc. C'est une entrée par les objets, même par les terrains en fait. Et l'autre particularité, c'est aussi le caractère inscrit dans la société du projet, c'est-à-dire que même la relation étroite, parfois trop étroite, je ne sais pas, avec les régions par exemple, c'est un enjeu compliqué, qui sont porteuses, implicitement ou explicitement, de théorie de la valeur, dans ce qu'elles demandent, dans ce qu'elles écrivent, dans ce qu'elles mettent en œuvre dans les relations que vous avez avec ce partenaire. Voilà. Alors, en effet, moi je suis donc politiste et sociologue, j'ai les deux casquettes. En effet, donc je vais commencer par, je ne sais pas si vous voyez, ouais, aussi ça a l'air d'aller. Voilà, j'ai préparé un petit topo, j'espère que ça va faire écho. Puis n'hésitez pas, j'ai prévu un peu de temps pour qu'on puisse y réagir et éventuellement critiquer quelque chose qui est, en effet, que grâce à Franck Dominique, je pense, j'avais pu développer sur quelque chose qui était plutôt une recension au départ, mais qui finalement engageait toute une réflexion plus lointaine. Donc, en fait, ça me donne l'occasion aussi peut-être également de poursuivre ce travail-là et d'en faire quelque chose de plus élaboré plus tard. Alors, je commence par quelque chose d'un peu élémentaire, mais ça, je pense que c'est intéressant pour nous en fait aujourd'hui pour commencer la journée. C'est le caractère polysémique de cette. Donc partir vraiment du vocable, hein, valeur au singulier, au pluriel. Donc c'est un terme qu'on retrouve dans la plupart des langues du monde. Alors là, si on s'en tient en langue dite indo-européenne, on a en allemand, parce qu'ils font la verte, hein, c'est quelque chose qui à la fois renvoie au côté économique, à la fois au côté axiologique, hein, les valeurs en ce sens-là. En anglais, on a le qui est worth, en fait, qu'on a dans l'expression est-ce que ça en vaut la peine. Voilà, donc c'est un enjeu de valeur en fait. La peine, c'est l'effort, la peine, et donc ça implique c'est une forme de valuation. On va voir ça plus tard, ce terme-là, valuation, mais dire que quelque chose en vaut la peine, ça engage un certain type d'attention, donc un certain rapport à quelque chose qui est valué. Hein. Donc je repère en fait quatre sens un peu
précis. Puis il y a un cinquième sens que j'appelle un métasens, hein, mais vous verrez ça. Enfin, en fait, c'est très simple. Mais donc le premier sens, c'est le sens sociologique, mais j'aurais pu en mettre un autre sens. C'est lorsqu'on parle de valeurs au sens sociologique, c'est-à-dire les valeurs dont parlent les sociologues, notamment les sondeurs d'opinion, hein, quand ils disent les valeurs des Français. Voilà. La sécurité, c'est une valeur des Français, c'est important pour les Français, ou la question, l'avenir de leurs enfants, ou l'éducation. C'est assez abstrait, hein. Donc c'est un rapport un peu intellectuel sur quelque chose qui est, donc comment le dire autrement, en fait, qui n'est pas complètement une préférence au sens économique, qui est plutôt une méta-préférence, là aussi c'est méta, puisque ça renvoie non pas à une situation donnée, mais à une idée à laquelle on attache un prix, mais là pour le coup un prix qui n'est pas économique, mais un prix presque ontologique. Hein. C'est-à-dire que je suis mieux quand telle valeur est réalisée, cultivée. Voilà. Donc en sciences politiques, en sociologie, il y a des spécialistes des valeurs qui travaillent beaucoup par sondage d'opinion, pas seulement, en fait, on mesure les valeurs, l'attachement à des valeurs. Le sens 2, c'est un sens plutôt à la fois quantitatif et hiérarchique. Vous allez voir, la distinction est quand même importante entre le sens, enfin, c'est à la fois la même origine, mais il y a deux modalités, hein, quantitative et hiérarchique. Ça peut être une valeur au sens d'une quantité objectivée, une valeur, par exemple, un pourcentage, une valeur, ou une gradation, hein, la température de 38 degrés 5, c'est une valeur. Mais c'est aussi, au sens hiérarchique, c'est dans les jeux de cartes, une valeur de carte, une valeur de la valeur oui, dans les jeux de société, la valeur du fou, du cavalier, etc., dans les jeux d'échecs, etc. Donc ça renvoie, vous voyez, à une dimension hiérarchique dans laquelle tout se tient. Il y a une structure de valeurs entre différentes entités. Donc une structure d'ordre, en réalité. C'est pour ça que ça, c'est plutôt la dimension hiérarchique. Et vous voyez que la dimension hiérarchique est une forme un peu plus générale de la dimension quantitative. C'est apparenté. Un troisième sens, qui est le sens qui est aussi apparenté, mais qui est un peu distinct, me semble-t-il, c'est le sens logique de valeur, hein, qu'on trouve en informatique, mais aussi en linguistique, qui est une option dans ce qu'on peut appeler une option dans une structure sémiotique. Par exemple, on pose une question, oui, non, je ne sais pas, en fait. Eh bien, il y a trois valeurs possibles à la réponse à cette question. Ou par exemple, le droit utilise beaucoup, même s'il ne le dit pas, hein, des valeurs, en fait, pour une personne donnée, va être soit un individu majeur, soit un individu mineur, en fait. Donc, et on peut pas, il n'y a pas de troisième terme. Soit on est, voilà, donc soit il peut être vivant ou mort, etc. Ce genre c'est une valeur à chaque fois à laquelle on attribue dans ce que j'appelle une structure sémiotique, en fait, avec des. Et donc, dans la question du langage, c'est une question langagière et sémiotique, hein, la valeur est liée à des formes d'options, en fait, tu comprends, et qui s'opposent les unes par rapport aux autres. Si on privilégie l'une, on peut pas être dans l'autre. Voilà. Il y a une dimension aussi d'incompatibilité ou d'exclusivité dans ce troisième sens. Sens 4, en fait, c'est le sens plus économique, qui est finalement pas si loin du sens originel, enfin du sens archaïque, on va dire, plutôt de la valeur, qui est, la valeur, c'est plutôt l'origine de la richesse. Hein. On sait que la science économique, il y a plein d'économistes qui vont vous savez ça mieux que moi, justement, la science économique, c'est considéré comme la science des richesses, hein, à l'époque de Smith ou de Turgot, ou de Kenney, voilà, c'est la richesse, et donc il y a tout un tas de théories sur quelle est la manière dont on doit penser l'origine de la richesse, avec la théorie classique, socialiste au sens large, hein, Marx, Proudhon, puis néoclassique, puis d'autres encore, plus élaborés encore du XXe siècle et du XXIe siècle, sur lesquels on reviendra peut-être cet après-midi dans l'exposé sur l'économie en tant que telle. Et puis, un sens 5, qui est peut-être le premier sens, mais qui est plus facile à traiter quand on a vu les quatre autres, quelque chose comme une sorte de métasens, c'est-à-dire quelque chose ou méta, ou en fait infra, quelque chose qui raccorde tout ce qu'on a vu, en fait, qui est peut-être le sens étymologique dans la plupart des langues, en tout cas indo-européennes, mais j'ai regardé un petit peu, on trouve la même chose dans d'autres langues, en chinois, etc., des mêmes types de réseaux sémantiques. Hein. C'est tout ce qui renvoie, donc, est valeureux, tout ce qui, d'abord, ce qui est fort puissant. Voilà, c'est cette dimension-là de la force, de la puissance, de la vitalité. Et ça implique
quelque chose qu'on trouve encore, qui est encore plus ancien quand on regarde dans les dictionnaires latins, étymologiques du latin. En fait, derrière, ce qui est fort puissant, c'est plutôt une sorte de version virile, si on veut, de la valeur. Mais il y a quelque chose encore plus, peut-être presque là plutôt féminin, je ne sais pas, en tout cas, qui renvoie plutôt à l'idée qui a de la valeur, ce qui est propice, ce qui est générateur de vie, de bonne santé, de fertilité. En fait, c'est vraiment les sens les plus anciens de ce qui a de la valeur, en fait, d'attribution de la valeur, anthropologiquement parlant. C'est cette idée de euh, propice, fécondité, fertilité, bonne santé. Et donc il y a des rites, hein, des rites qui permettent de valeur en fait, donc, qui renvoient à la santé en fait, vraiment à tout ça. Et on voit bien que, y compris dans les enjeux écologiques et de transition écologique, de retrouver, enfin, on retrouve presque un sens, le sens le plus ancien du mot valeur, quelque chose qui existe dans les sociétés, si on prend les sociétés de l'Antiquité, égyptienne, mésopotamienne, etc., on trouve ce même rapport à à l'organisation, on n'appelle pas ça encore socio-économique, mais en tout cas de formes d'organisation sociale où des ordres ne doivent pas empiéter sur l'autre en fait. Donc il y a un rapport aussi d'harmonie, en tout cas d'absence de démesure d'un ordre sur un autre. Alors voilà pour le premier temps. Et donc en SHS en fait, je vous dis des choses que vous savez déjà, mais il y a tout un débat très intense depuis quelques années qui se réagence notamment autour de la question au sens très général de transition, hein, de transition écologique, avec un débat qui a été relancé. Il y avait, si on veut, dans les années 60, 70, il y avait des débats sur la valeur, c'était plutôt en économie autour de Marx, hein, le capital, c'est une immense théorie de la valeur liée à l'exploitation, liée à la théorie du capital précisément. Et donc il y a toute une branche de l'économie hétérodoxe qui reprend ces débats-là et, si on veut, écologise le débat sur la valeur en étudiant des formes de, enfin, si on veut, pour dire schématiquement, une forme d'exploitation de la nature, voilà, qui est intégrée à une théorie de l'exploitation, voilà, une théorie de l'exploitation capitaliste qui découle de l'architecture marxienne. Hein, voilà. Donc Jean-Marie Haribet, Joan Martinez-Allier, et puis, donc ça c'est l'économie hétérodoxe, et même d'une certaine façon l'économie des conventions qui n'est pas marxiste en tant que telle, mais ça s'appuie sur une réinvestie d'un article des principaux, notamment, je crois que l'auteur premier c'est Aymar Duvernay, et qui reprend en disant que la valeur est une notion à retravailler en économie, en lien avec la coordination et les normes en fait. C'est-à-dire et que l'économie est nécessairement engagée dans une pluralité de conventions, l'organisation, les prix, etc., qui sont sans cesse fondées sur des normes en général implicites. Voilà. Y compris des dispositifs qui ont l'air complètement objectifs sont fondés sur des normes implicites qui sont même engagées même dans l'architecture même des objets, des catégories, des statistiques, etc. On ne voit plus que c'est des normes, on ne voit plus que c'est des valeurs, mais que c'est devenu des objets techniques. Hein. Et, voilà, donc il y a tout ce débat-là en économie, plutôt hétérodoxe, puisque si on veut, dans l'économie plutôt dominante, il y a le débat sur la valeur est plutôt soit ancré sur l'enjeu des indicateurs classiques, hein, et puis soit sur l'idée pousser toujours davantage l'idée de la valeur subjective, c'est-à-dire de pousser plus loin le caractère intersubjectif de la fixation de la valeur. Le prix la valeur étant là, pour le coup, liée au prix que une entité est capable, peut mettre pour acheter tel ou tel service, tel ou tel bien, ou n'importe quoi. Donc d'où l'extension incroyable. Et on a eu ça aussi dans la sociologie, dans les sciences sociales, où on utilise d'un point de vue métaphorique le prix, hein, donc il y a ça chez Pierre Bourdieu, mais d'autres auteurs aussi, pour parler de type d'échange, l'économie des échanges linguistiques avec des prix, en fait, des prix d'offres et de demandes. Donc il y a tout un usage métaphorique, mais qui n'a pas que des effets métaphoriques, de l'extension de cette idée économique de la valeur dans d'autres domaines que la science économique.
On a ça dans encore d'autres disciplines, mais je reste là. Donc, un deuxième domaine, c'est la sociologie qui est organise un travail sur la valeur depuis une quinzaine d'années à l'aune de ces nouveaux enjeux. En fait, donc même si ces deux noms français, Michel Lamont et Marion Fourcade, c'est des sociologues américaines, en fait, qui sont plus pas, sont pas américaines, mais qui en tout cas qui travaillent aux États-Unis et au Canada, et qui font partie de ce mouvement qu'on appelle la sociologie de la valuation. Donc je vais expliquer ce que c'est juste après. Et donc c'est une approche sociologique finalement qui permet de, de complexifier en fait et d'articuler notamment la valeur des économistes avec d'autres types de valeurs qu'on observe dans la vie sociale, notamment des valeurs, y compris ça peut être un éleveur, un apiculteur ou bien quelqu'un un jardinier qui s'occupe des haies en fait, donc pouvoir trouver des types de langage qui mettent un espace commun pour dire voilà, c'est des types d'activités qui vont avoir en fait parce qu'elles valorisent telle ou telle chose. Et puis dernier domaine, il y en a d'autres, hein, en anthropologie. Donc il y a deux auteurs qui ont beaucoup et qui font beaucoup écrire sur la valeur. Donc d'abord l'anthropologue David Graeber qui est décédé il y a quelques années, qui a écrit un gros livre qui a été traduit maintenant en français s'appelle La fausse monnaie de nos rêves, théorie anthropologique de la valeur, et qui vraiment reprend la théorie de Marx, mais en fait on fait complètement autre chose avec enfin, voilà. J'ai pas le temps d'en parler, mais en tout cas c'est très intéressant. Et l'autre auteur c'est Anna Tsing qui est aussi une auteure américaine. Graeber est aussi américain. Et c'est intéressant parce qu'ils reprennent justement la valeur des économistes et la valeur des, des, des anthropologues, en fait. Donc, les auteurs les plus sollicités sont Louis Dumont et Karl Polanyi. Et pour montrer que, en fait, finalement, les sociétés occidentales industrialisées ou post-industrielles valorisent certaines choses, utilisent les prix, par exemple, pour valoriser, etc. Mais quand on regarde bien, en fait, la fonction de création de valeur, même par l'économie, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas propre aux sociétés industrialisées et qu'on réintègre finalement la particularité des sociétés industrielles et post-industrielles dans un grand panorama des manières dont les sociétés attribuent de la valeur aux choses. Voilà. Donc c'est pour ça que, par exemple, Singh travaille sur le champignon. Son point de départ, c'est l'objet, c'est le champignon, et puis après, en voyant les différentes phases. L'économie est intégrée, l'économie et les mécaniques, et les mécanismes économiques sont intégrés à tout un tas de champs, y compris le champ du soin du champignon, de la circulation du champignon, de l'éleveur jusqu'au consommateur, hein, jusqu'à la cuisine, etc., qui est un mode de valorisation également. Et pour Graeber, il y a tout un enjeu autour de réinscrire justement la trajectoire européenne dans d'autres, autour du marché et de l'État, en fait, dans d'autres possibilités. Voilà, dans un sens qui est plutôt chez lui critique, contestataire, un peu, en fait, qui se veut en fait anarchiste, mais c'est pas forcément décisif pour comprendre son apport anthropologique. Et donc, ce qu'on peut tirer en fait de cette littérature savante sur la valeur, c'est en fait ça permet de pluraliser les mots qu'on emploie. Et donc il y a au moins trois termes qu'on peut distinguer. Donc une première expression de valorisation, de mise en valeur, c'est la façon dont on transforme, notamment là en général c'est en valeur économique, mais pas toujours en fait, comment on traduit en valeur marchande ou autre chose, une entité, une opération, etc. Donc l'idée de valorisation, de mise en valeur, on la trouve en sociologie économique, etc. Mais dans ce lien qui est fait, donc, entre marchand et non marchand. Il y a un deuxième terme qui est l'évaluation. Donc on connaît ça, évaluation, notamment dans l'évaluation des politiques publiques. Alors en général, c'est une mesure a posteriori hein, d'une action, d'une politique, à l'aide d'un instrument prédéfini. Voilà. Donc on peut, dans l'évaluation, ça peut être une évaluation aussi a priori, en fait, on évalue la faisabilité, mais c'est aussi a posteriori, on évalue si ça a bien marché, si le projet a été efficace. Voilà, donc il y a tous les enjeux sur l'efficacité, l'efficience, etc. Et l'évaluation, vous voyez, donc le point important d'évaluation, c'est l'idée qu'il y a une dimension de mesure. Hein, l'évaluation mesure à l'aide notamment d'un instrument déterminé et prédéfini. Voilà.
Et donc, il n'y a pas trop d'imagination, voilà, pour distinguer par rapport à l'évaluation qui arrive après. Il n'y a pas trop d'imagination, il y a une sorte de cadre préétabli, hein, pour penser la valeur. Et le troisième terme, c'est le terme de valuation, qui est l'idée précisément au sens très, là c'est un peu général, ça vient de la philosophie de John Dewey, qui est un psychologue, philosophe américain de la première moitié du XXe siècle, qui a écrit un livre sur la formation des valeurs, et dans une approche finalement assez behavioriste, hein, même s'il ne dit pas ça comme ça, mais il dit que toute action, en fait, toute action est organisée par des systèmes d'attribution de valeur. Voilà. Donc il y a des systèmes d'attribution de valeur individuels, hein, j'aime le café ou j'aime pas le café, etc., avec du sucre, sans sucre, etc. Ça, c'est très personnel. Et il y a beaucoup de systèmes qui sont collectifs, qui sont sociaux. Donc il y a une intrication des dynamiques de valeur liées à ce qu'ils appelaient au début du XXe siècle des organismes au sens darwinien, hein, des organismes qui valorisent telle ou telle chose, tel ou tel milieu, tel ou tel aliment, et les valeurs sociales qui sont constituées dans des traditions, dans des collectifs, hein, et justement le prix dans un supermarché, c'est un dispositif collectif, hein, qui permet de Alors, voilà. Alors, l'idée ce troisième sens, hein, ce troisième terme, valuation, c'est donc, on dit valuation en anglais, c'est l'idée que c'est attribuer un sens plus large à la valeur. C'est non pas, en gros, non pas noter comme le prof, en gros, l'évaluation qui est plutôt le 15 sur 20 ou 8 sur 20, c'est une évaluation, voilà, en fonction de critères prédéfinis sur ce qu'est un devoir réussi en histoire-géographie, etc. Il y a un barème. La valuation fait droit à une dynamique interne de toute action qui est d'attribuer de la valeur. Donc la valeur est endogène. La valeur est endogène. Elle est créée par la dynamique même de l'action. Et donc, y compris dans ces enjeux de transition écologique territoriale, en fait, on voit que ça se joue tout le temps. Parce qu'en effet, on ne peut jamais boucler, a priori, la valeur, même si on essaie de le faire, et les politiques publiques essaient de le faire, mais on n'y arrive jamais. C'est une illusion de pouvoir boucler avant de commencer, parce que sinon on n'a même pas besoin d'enquête. Et l'enquête, là pour le coup, dans le sens des pragmatistes, l'enquête n'est pas le monopole des scientifiques. L'enquête, c'est tous les usagers, tous les acteurs font des enquêtes. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que ça marche de mettre du purin d'ortie ou pas? C'est une enquête. Et il y a qui implique, j'ai vu que ça marchait, ça fait 3 ans que je le fais, ça marche. Et donc, ça fait partie du travail de valuation, en fait. On va dire, pour que ma culture fonctionne, je vais mettre le purin d'ortie, etc. Et tel ou tel. Et donc, il y a toute une trajectoire comme ça, un chemin, un sentier qui peut être travaillé au plus proche des actions, avec ce terme, me semble-t-il. Voilà, donc vous voyez, donc valuation, on peut appeler ça un soin. Alors, je ne sais pas si c'est le terme, c'est pas un terme de Doué, c'est moi qui le même, un soin au sens de. Ça me semble important. En réfléchissant à ça, je me disais que dans la valeur, c'est très important de voir le soin, mais aussi de voir l'attention. Faire attention, c'est déjà attribuer une valeur. Faire attention à telle ou telle chose. Hein. De dire ça mérite l'attention. C'est déjà. Donc le soin et l'attention sont liés. Soin apporté à une activité, à une entité, sans nécessairement une mesure quantifiée. Voilà. Et donc, voilà, d'un point de vue comportemental, toute action, là, ça c'est l'approche du Dewey, mais qui est assez importante, de façon plus ou moins diluée, hein, dans beaucoup de formules actuelles, mais le pragmatisme deweyien a une importance sur la reformulation des théories de la valeur, et pas seulement en sociologie ou en psychologie, hein, y compris dans d'autres disciplines. Alors, là, je reviens rapidement, c'est plus petit, j'espère qu'on arrive à lire. Sur le texte, que Franck Dominique m'avait invité d'une part à écrire, ensuite à un peu reprendre et à vous expliquer ce que j'avais voulu faire et pourquoi ce que ça permet de... ou ça ne permet pas, hein, parce qu'il y a des limites dans cette affaire. Donc le point de départ, c'était en fait un manuel sur la socio-économie écologique,
Et le point de départ, c'était ce que les auteurs disaient, donc Dwayne Plumcock, il disait c'est dommage que la socio-économie écologique n'a pas de théorie alternative de la valeur à opposer aux théories dominantes, en fait, on va dire, euh, au contraire des orthodoxes. Voilà. Et donc, ce que j'avais rappelé en fait, dans ce texte, c'était qu'il y avait, qu'il pouvait être intéressant finalement de. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faille regretter cette absence de théorie de la valeur, même si c'était intéressant de reprendre parce que la théorie de Marx, par exemple, elle est très intéressante, et elle est même aujourd'hui intégrée à des éléments de valeur de tout un chacun, y compris des gens qui n'ont pas lu une ligne de Marx, en fait, ont intégré des raisonnements marxiens à leurs évaluations, des institutions, y compris des institutions qui ne se pensent pas du tout marxiennes, mais qui ont intégré. Donc c'est devenu un ensemble de une dynamique d'évaluation en tant que telle, mais qui est diluée avec plein d'autres d'évaluation. Donc il faut retrouver cette chose-là. Et donc, si on travaille parce que la socio-économie écologique, c'est déjà un terrain interdisciplinaire, hein, ça ne peut pas être là que la science économique, c'est déjà socio-économie, donc il y a d'autres acteurs. Et je commençais par là, l'idée c'était de remettre en question ce que certains ont appelé le pacte de Parsons. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais même si c'est pas apocryphe, c'est intéressant. C'est au début de la création de la sociologie américaine, pas complètement américaine, la sociologie américaine un peu respectable, hein, quand elle arrive à Harvard, hein, dans les années 30, parce qu'avant c'était un peu des choses de, de, de- des pré-hippies, hein, des hippies de Chicago qui étudiaient les immigrés, mais quand elle rentre à Harvard, il faut se faire accepter par les économistes. Et donc il y a un enjeu comme ça, comme une sorte de pacte entre économistes et sociologues. Et les économistes, donc ce qu'on appelle le pacte de Parsons, c'est disait les sociologues s'intéressent aux valeurs, qui chez Parsons, ça renvoie aussi au terme de normes. Alors c'est pas si simple que ça, les valeurs et les normes. Et les économistes ont un accès direct à la valeur, au singulier, la valeur. C'est-à-dire ce qui se mesure objectivement. Hein. Et donc, il y a un côté, ouais, une dimension valeur subjective, valeur objective, qui est scientifiquement quand même un petit peu vaseux, on est bien d'accord, mais c'est sur ce type de partage que c'est constitué en quelque sorte aussi l'acceptation et le fait qu'il y a deux disciplines qui peuvent travailler ensemble, les économistes et les sociologues. Et donc, l'idée de départ, hein, c'est de dire que la pertinence de cette opération de remise en cause, pardon, il manque un E, de ce pacte, en fait, de dire, voilà, d'un côté, on peut travailler sur les valeurs au sens des sociologues, les préférences, au sens les attachements, etc. Puis de l'autre, bah, il y en a quand même la valeur, les choses un peu plus solides, etc. Combien ça coûte, voilà. Donc il y a un petit peu. Et puis en général, les sociologues ou le travail sur les valeurs, c'est un peu le supplément d'âme qu'on met un petit peu comme un topping là sur le gâteau qui est déjà fait en fait le gâteau le gâteau économique hein, et donc on s'aperçoit qu'on n'arrive pas vraiment à avoir une approche véritablement intégrée de la valeur puisqu'on on reproduit un partage un partage qui est largement artificiel. Alors, c'est important dans le cadre d'un travail interdisciplinaire comme le vôtre, hein, qui intègre aussi des praticiens, des mouvements, des usagers, des habitants, et aussi des partenaires comme la région, de partenaires institutionnels qui, comme je le disais, sont travaillés par des valeurs, en fait, de valoriser la région. Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que ça veut dire valoriser la région, valoriser le local? Alors, ah oui, on veut valoriser le local, mais on ne veut pas parler de préférence locale parce que c'est connoté. Alors oui, c'est comment? Il y a des enjeux de valeur qui sont liés aussi aux conditions d'énonciation publique. Pourquoi on ne peut pas parce qu'il y a un rapport justement de préférence pour le local dans le rapport donc, qui peut être saisi comme xénophobe. Voilà, c'est un enjeu qu'on trouve, un enjeu de mise en publicité de la question de la valorisation locale. Donc là, c'est là où on voit que l'économie, etc., est ancrée dans des enjeux de valeurs qui ont des dimensions proprement politiques. Voilà, donc en gros, les sciences, comme les politiques publiques, hein, sont souterrainement informées par des valeurs. Bon, ça, c'est pas vraiment très original, mais je pense que c'est bien de le rappeler. La première de ces valeurs, ce que j'ai commencé tout à l'heure, c'est étant l'attention. Hein. Le fait d'accorder de l'attention, c'est le premier mouvement de la valeur, de l'évaluation, y compris dans le mouvement de l'enquête, en fait. À quoi on fait attention?
Et ce qui est intéressant, c'est de pluraliser ce à quoi on fait attention quand on fait une enquête. Et après, on simplifie, hein, mais il y a un mouvement d'ouverture, en tout cas d'ouverture, y compris des choses qui sont très importantes, qui sont incommensurables. Même si on ne voit pas, en fait. Il y a ce qui compte d'un point de vue sonnant et trébuchant, etc., ce qu'on peut valoriser d'un point de vue monétaire. Et puis il y a ce que font les gens, mais pour lesquels c'est important, mais on ne voit pas comment ça peut entrer en. Il ne faut pas s'interdire d'emblée, d'un point de vue méthodologique, ça je reviendrai plus tard, mais il ne faut pas s'interdire d'emblée de l'étudier. Après, on peut voir comment, y compris les acteurs, s'en sortent ou ne s'en sortent pas dans cette. Ce qu'on peut voir comme une schizophrénie, c'est pas une schizophrénie en fait, c'est une sorte d'ambivalence en fait. Et on a des systèmes de valorisation et de valuation qui sont pluriels et qui sont jamais complètement intégrés et structurés en fonction d'une mécanique en fait. Voilà, ça c'est voilà. Donc l'idée c'est de voir aussi une deuxième idée, les sciences de la nature, comme les SHS, hein, la théorie de Marx, comme celle de Dewey, comme celle de d'autres, en fait, appartiennent à la polyphonie des expressions de valuation. C'est-à-dire, ce sont des ressources qui conduisent les acteurs, les collectifs, à pouvoir déjà attribuer la valeur aux choses et ensuite partager, mettre en commun ce à quoi elles attribuent de la valeur. Parfois, on n'y arrive pas complètement à mettre en commun. C'est-à-dire, on y arrive pratiquement, mais on n'y arrive pas avec des mots. C'est quelque chose que vous rencontrez peut-être dans les recherches. En fait, parfois, certaines choses, on arrive vraiment à le mettre en mots, et d'autres, on n'arrive plus pas à le mettre en mots. Enfin, un exemple très simple, qui n'a rien à voir avec le sujet, mais la question des violences sexistes, etc., qui se met en mots beaucoup plus facilement aujourd'hui qu'il y a 20 ans, par exemple. On voit qu'il y a une dépendance d'un enjeu par le fait qu'il y ait des schémas linguistiques, discursifs, qui sont en quelque sorte préformés, qui permettent de nommer et de faire exister quelque chose qui, sans ce chaînage-là, a du mal à exister publiquement. Hein, donc, pour les enjeux d'écologie, c'est la même chose, évidemment. Alors, donc, si on s'intéresse à l'évaluation, à la haute dynamique de l'évaluation, eh bien, peut-être, donc, il faut sortir d'une situation de concurrence d'évaluation. Hein. Alors peut-être que c'est l'expression un peu exagérée d'un monothéisme axiologique, mais globalement, chaque science a un peu une sorte de valeur un peu centrale. Donc c'est pour ça que je parle de monothéisme. Après, je dirais plutôt patriotisme axiologique. Hein, mais disons que de valoriser vraiment une valeur qui est celle que techniquement on maîtrise en plus. Donc il y a toujours un rapport de pratique dans les valeurs qui nous guident. Et donc, à la fois, c'est important de rester sur ces disciplines. En fait, c'est très, très important. Mais de savoir que c'est qu'une modalité de traitement de la valeur dans une pluralité, et notamment sur des objets qui sont travaillés et qui se trouvent sur des tas de dynamiques de valeur et de relations assez différentes. Alors, ne pas chercher la bonne valuation par rapport aux mauvaises, hein, mais plutôt travailler, au moins dans un premier temps, méthodologiquement, sur un pluralisme des modes d'évaluation. Voilà. C'est donc de passer d'évaluation. Et si on veut aller plus loin, il faut travailler sur les modes d'évaluation, et non pas sur l'évaluation seulement, mais comment s'il n'y a pas des grandes familles, hein, des grandes familles d'attribution de la valeur, donc des grandes familles d'évaluation, qui permet d'avoir comme ça, d'avoir un outil qui traite le spectre de toutes les formes d'attribution de valeur, pas simplement la forme économique, mais aussi la mettre dans une continuité, et non plus de l'exclure complètement, ou même les attributions de valeur qu'on va voir plus tard, qui posent problème dans les enjeux de transition écologique. Si on met tout sur le CO2, par exemple, ça devient l'unique critère. On peut faire si on fait tout sur le CO2, on ne va pas avoir la biodiversité. Si on met tout sur biodiversité, on ne va pas avoir un troisième terme sur le biochimique, etc., sur la vie bactérienne, et comme ça. Donc en fait, on voit qu'il y a un enjeu au-delà même des disciplines de SHS, hein, y compris pour les autres sciences. Il y a un enjeu, l'écologie étant un système les interactions d'interaction, si on valorise un seul élément, c'est absurde de valoriser uniquement le CO2, même si c'est important. Voilà, il faut l'intégrer dans une intelligence plurielle, en fait, avec des comment. Donc c'est un peu presque contraire avec l'histoire même des sciences modernes, depuis le XVIe siècle, depuis Bacon, au XVIIe siècle, on segmente et on valorise
un phénomène central. Alors là, il faut retrouver des enjeux d'équilibre et même de nuances, ce qui est assez compliqué dans la démarche scientifique. Alors, pluralisme des modes d'évaluation, donc pour éventuellement étudier la coexistence des commensurations. Là aussi, c'est un mot que je trouve intéressant, commensuration. Ça renvoie à l'idée de commune mesure, de trouver des communes mesures, c'est-à-dire des moyens, non pas forcément de traduire de l'un à l'autre, mais de faire coexister, comme un éleveur ou un éleveur qui fait coexister ce rapport avec de soins, plus ou moins affectueux avec ces bêtes, et puis finalement le fait que les bêtes vont quand même aller à l'abattoir, donc à un moment donné, ou quelque chose comme ça. Donc on va dire c'est incohérent, etc. Mais les éleveurs trouvent des solutions. Il y a des formes d'articulation de ces modes d'évaluation, et on ne peut pas dire que l'éleveur est simplement pas dans un mode. Il y a que ce qui touche au final dans son compte en banque qui comptera. Évidemment, c'est un des moments du travail, mais il y a d'autres moments et d'autres dynamiques d'évaluation. Donc ça nous permet, cette idée de commensuration, de faire un retour sur l'idée de mesure qui, à mon avis, est très liée à l'idée de valeur. C'est-à-dire qu'on a la mesure, telle qu'on entend ce terme, est souvent liée à la quantification, depuis justement les sciences modernes. Est scientifique ce qui est mesurable. Donc on trouve le thermomètre qui va nous permettre de mesurer la chose. Ce qu'on peut appeler une réduction métrologique, réduction de la valeur à ce qui peut se mesurer. Donc des qualités vers les quantités. Trouver une quantité. Alors, la sociologie a essayé quand on fait des sciences sociales, mais de la science politique, c'est rigolo de voir ça parce que à partir de réalités qui se prêtent mal à la mesure, les sociologues ou les politologues ont essayé de faire des statistiques comme les sciences dures. Donc ils ont trouvé. D'ailleurs, Durkheim avait trouvé le moyen de dire que la sociologie, c'était d'abord la statistique, c'était le moyen de trouver des variations concomitantes, etc. Donc par la quantification. Et la quantification fait partie du geste même des sciences. Donc ça c'est. Donc ce faisant, il y a une réduction de ce qu'est la mesure. Et peut-être qu'on doit retrouver, justement, depuis la science que j'appelle baconienne, quoi, avec justement de retrouver alors, c'est pas New Age que je vous dis là, mais dans l'idée de mesure telle qu'on a vu, il y a l'idée d'articulation de différents registres, donc il y a l'idée de justice. C'est pas une idée naïve en fait de justice, mais disons dans le pluralisme des modes d'évaluation, il y a l'idée que doivent pouvoir coexister, au moins en principe, différentes formes d'attribution de la valeur. Et cette coexistence-là, c'est le contraire, si on veut, de la démesure, c'est-à-dire de la monopolisation d'une puissance d'énonciation de la valeur qui écrase toutes les autres. Voilà. Donc il y a quelque chose qui a à voir, des mesures qui a à voir avec l'hubris, qui est l'idée qu'un ordre de valeur domine tous les autres. Et dans certains domaines, on voit que le marché domine très fortement d'autres formes d'attribution de la valeur. Le marché est un mécanisme hyper important, mais quand il sort lorsqu'il domine tout, en fait, ça devient quelque chose qui est destructeur, etc. Donc il y a un rapport entre mesure et démesure qui permet de redevenir attentif, me semble-t-il, à des choses qui sont souvent laissées de côté. Alors, voilà, donc je suis presque arrivé au bout. Il y a pas de... Je crois que je suis dans les temps. Il me reste 10 minutes 5, d'accord. Parce que je suis à 36 dans mon truc, donc j'avais... Ah, est-ce qu'on a commencé en retard? D'accord. Alors, moi je vais essayer d'aller vite. Chaque discipline tend à faire preuve d'un patriotisme axiologique. Axiologique, c'est l'adjectif qui correspond à valeur. C'est un peu étrange, mais vient du grec. Donc c'est quand on ne veut pas dire, on ne dit pas valorique, mais axiologique. Donc c'est l'idée que toute mesure suppose un sacrifice de réalité. Donc ça, c'est très important en fait, mais qui vaut, c'est un résultat de sociologie des sciences, mais qu'on a tendance à oublier. Quand on mesure quelque chose, on fait simplement, on oublie tout le reste. En fait. Donc on ferme les yeux et on oublie tout le reste et on détermine une structure de valeur. Voilà, c'est vrai, ça rentre ou c'est pas. Et puis après on peut compter. Donc on simplifie, on nettoie le tableau, et donc c'est une opération absolument indispensable pour faire n'importe quelle quantification.
Et puis, donc la difficulté n'est pas donc dans l'opération de simplification, elle est indispensable, mais plutôt, me semble-t-il, dans l'oubli que toutes les mesures sont liées à des simplifications, à des même hyper simplifications. Voilà, c'est qu'on ne peut pas sortir de, de ce sacrifice-là, en fait, qui est un sacrifice cognitif énorme, en fait. C'est-à-dire vraiment de tout ramener à deux dimensions. Oui, non, en fait. Voilà, on binarise pour pouvoir compter. Donc, vous voyez, il y a un travail précisément de passage des qualités aux quantités nécessaire. En fait, une qualité, c'est nécessairement une sorte de. Ce qui est complexe, donc il y a plusieurs plis, quoi, qui intègrent différentes dimensions. Et on arrase les dimensions en créant une seule, qui va permettre de. Après, on peut créer des indicateurs un peu complexes, hein, mais globalement, quand même, l'idée est celle d'une. Et donc, ça, c'est un résultat de la sociologie de la statistique, notamment de Desrosières et Thévenot, mais d'autres aussi, qui, euh, qui, euh, qui voient que la statistique ou même n'importe quel résultat de sciences, même sont issus de ce travail de réduction. Alors, ouais, ce que je vais. Voilà, dans les deux modes, dans les grands modes d'évaluation dont je voulais vous parler pour terminer, il y a précisément. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment écrit. Enfin, je travaille avec des collègues là-dessus, mais je- c'est assez compliqué, même si ça a été dit par d'autres auteurs à d'autres moments, mais c'est pas complètement, me semble-t-il, suffisamment théorisé encore. Alors, alors que je pense que c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a de voir qu'il y a des modes d'évaluation qui peuvent en quelque sorte écraser d'autres modes d'évaluation. Voilà, c'est ça. Il y a des modes d'évaluation en quelque sorte qui sont puissants parce qu'ils sont appuyés sur euh, des formes d'objectivité avec des réseaux de mesures, par exemple, quand ils sont appuyés sur des sciences. Voilà. Ça peut être des sciences qui elles-mêmes sont appuyées sur des outils, des, des thermomètres, etc. Eh bien, ça peut être la chimie, la biologie, l'économie, etc. Eh bien, on a une certaine robustesse de la valeur et on peut la faire circuler au-delà de l'épreuve. C'est-à-dire on peut faire remonter au ministère une valeur qu'on a prise. On a dit, ben voilà, perte de 80% de la présence de poissons dans telle rivière. Et ça peut monter. On a un chiffre avec une mesure, etc., une mesure robuste. Et donc, on a une possibilité de détacher la connaissance du lieu de son épreuve, du lieu de son occurrence. Et ça peut pas aller dans l'espace. Et donc, il y a vraiment il y a une force, vous voyez, des modes d'évaluation qui peuvent se détacher de leur lieu d'expérience, notamment par le nombre. Dénombrer, ça permet précisément de détacher. Et l'autre aspect important, c'est la catégorisation. Le droit ne compte pas beaucoup, le droit, la science juridique ne compte pas beaucoup, mais par contre, elle catégorise. Elle va dire euh, ça, c'est par exemple euh, nombre voilà, je sais pas, le nombre de divorces, ça c'est un fait juridique, et et après on peut le compter, voilà, mais c'est comment, en fait, dans chaque divorce, il y a des histoires très différentes, etc., mais elles sont agrégées sous une même catégorie qui fait divorce, et donc c'est la force du droit de créer justement une sorte de degré vraiment très peu d'informations avec l'idée que tout ça, ça renvoie au divorce. Oui, il y a une opération de même type entre les sciences, le droit, etc., qui créent des chaînages robustes de circulation de la référence. Alors qu'il y a d'autres modes d'évaluation qui sont, alors que je dirais, donc, faiblement équipés, donc pas faiblement équipés au niveau technique, faiblement équipés aussi en termes de formalisme, voilà, et donc faiblement équipés donc, aussi pour circuler dans l'espace public. Ce serait un troisième thème à ajouter, pas très bien préparé pour l'espace public. Alors, je n'ai pas d'exemple là de. Voilà, ça repart. Dans les enjeux d'élevage, d'agriculture, etc. J'avais travaillé justement avec des gens qui faisaient du vin, etc. On s'aperçoit justement le travail, il est jamais uniquement gestionnaire, précisément. Il y a tout ce qu'on appelle même le travail technique, en fait, il repose pas toujours, je pense, sur une technique, l'application d'une technique, mais précisément sur d'autres choses qui sont la connaissance de telle parcelle, le fait de tel ou tel le ensoleillement, etc. Donc des choses qui sont très très peu euh, standardisables, qui sont liés précisément à la fois à la situation et à l'évaluateur, on peut dire ça comme ça, ou à celui qui expérimente. Donc, ce qu'on peut appeler les savoir-faire. Des savoir-faire, mais pratiques, intériorisés dans des corps. Hein. Et ça, c'est comment. Et ça circule pas très, très aisément. C'est-à-dire que on peut pas dire. Et donc, il y a. Voilà. Donc, il y a une forte dépendance envers le lieu de ces types
de valuation. Alors, dans mon idée au départ, en anglais, on voulait appeler ça le M-placed valuation. Donc, la valuation qui est liée au fait d'être dans un lieu, a place. Hein. Donc, par rapport à des formes de valuation qui se décollent des lieux et qui peuvent circuler très, très facilement. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a un rapport politique entre ces modes de valuation. Il y a un écrasement des seconds par les premiers, hein, notamment tout ce qu'on connaît sur la gouvernance par les indicateurs, par les objectifs, qui sont véritablement des modes, mais qu'on trouve également dans nos politiques publiques de recherche, hein, puisque ces modes d'évaluation plus faibles en fait, n'arrivent pas à se faire entendre, puisqu'au final, elles sont tendance à être écrasées par des mises en forme de la réalité qui sont favorisées par ces dispositifs techniques juridiques, économiques, etc., qui permettent de faire exister. Donc, avec l'idée que ce qui ne se compte pas n'existe pas. Donc, et c'est un enjeu très important pour les enjeux de transition territoriale. En fait, on s'aperçoit qu'il faut réussir à faire, pas simplement à compter, à faire compter des choses qu'on ne compte pas, mais à montrer que ça a une importance, y compris pour la région, pour les sciences auxquelles on appartient, en fait, de dire ça, travailler sur les haies, que je vous parle des haies, etc. C'est pas farfelu en fait. Pourquoi c'est important? Pourquoi les gens y attachent une importance? On n'est pas les premiers, si les scientifiques y attachent une importance, c'est que d'autres y attachent une importance, donc attribuent une valeur. Donc il y a un enjeu comme ça d'articuler, oui, une sorte de polyphonie, ne pas laisser. Voilà, c'est important de prendre en compte les systèmes de valeurs qui équipent ce que vous appelez, ce qu'on a vu, les systèmes économiques, hein, que ce soit alimentaire, etc. Et voilà, il y a la logistique, etc. Il y a tout ça. Et puis, même la logistique, pour faire tenir tout ça, il y a des savoir-faire en fait, d'acteurs et qui sont jamais complètement formalisés. On ne peut jamais complètement établir le cahier des charges. Et on essaie les institutions essaient de le faire, mais sont toujours en retard d'établissement. Même le cahier des charges des chercheurs, on voit très bien ça, pour qu'on fait des choses qu'on doit faire, les ordres de mission. On n'arrive jamais à codifier tout ce qu'on fait, tout le travail invisible qui est fait, et on a toujours un retard. Et voilà. Donc, pour terminer, c'est la dernière diapositive. Ouverture. Donc, moi, l'idée méthodologique, hein, en prenant connaissance des différents projets Tetrae que j'avais, c'était une invitation plutôt à suivre les dynamiques d'attribution de la valeur. En fait, il y a d'autres choses, mais me semble-t-il qu'il y a un moment dans l'enquête, et là, comme c'est plutôt au début encore des différents types de recherches, des différentes recherches qui composent ce groupe, c'est assez important, me semble-t-il, d'ouvrir un peu grand le panorama et de voir des attributions de valeur assez. Je pourrais vous communiquer le diaporama, hein, si vous donc, parce que un des principaux problèmes, c'est d'éviter en fait, parce on critique la valeur économique classique, enfin même marchande, valorisation monétaire marchande, notamment par la compensation économique d'un dommage, etc. L'argent comme équivalent universel, qui est je mets un instrument anti-tragique parce que c'est un moyen, l'argent, c'est un moyen de dire on peut tout compenser. Vous avez été, il y a eu un dégât terrible chez vous, il y a eu une pollution terrible, etc. On va vous racheter, etc. En fait, mais ce que les gens ont perdu, leur maison, leur terrain, leurs bêtes, etc., ça ne se rachète pas en fait. Et dans l'idée de l'équivalent universel qu'est l'argent, en fait, il y a l'idée de anti-tragique, c'est il n'y a pas de perte. Or, je pense que ça a à voir avec ce monde de la quantification où en fait où la traduction permet de ne pas faire exister ce qui est réel. Hein. Donc on est dans un monde de simplification et qui a des effets en fait pratiques assez terribles souvent. Et un des enjeux, c'est qu'il y a une hégémonie possible dans les travaux dans lesquels on situe là de valorisation, d'autres hégémonies de langage de valorisation, par exemple, comme je dis tout à l'heure, le CO2 ou bien l'énergie, hein, qui peuvent devenir des étalons uniques. Et ça, il faut faire attention à ça, me semble-t-il, parce que déjà, c'est en termes de richesse scientifique, c'est très appauvrissant. Voilà, on devient des fonctionnaires de quantification des choses. Et l'enjeu se situe au niveau pratique, l'enjeu se situera toujours sur l'arbitrage entre différentes finalités qui sont souvent contradictoires. C'est ça qu'il faut prendre en compte, me semble-t-il, c'est les horizons axiologiques divergents. Donc là, en regardant un peu vos projets les uns les autres, on s'aperçoit qu'il y a au moins des choses très, très différentes. Écologiser n'est pas territorialisé. Il y a des tensions entre écologiser et territorialiser. Économiser, c'est pas toujours économiser des choses en termes de moins consommer, c'est pas toujours
c'est encore une autre finalité axiologique. Végétaliser, par exemple, c'est une autre finalité qui est parfois contradictoire avec d'autres finalités. Rendre soutenable, encore une autre chose. Coexister avec d'autres vivants, notamment des bactéries, des loups, etc. Ce sont des enjeux très classiques des transitions, en fait. Si on coexiste avec plus de bactéries, ben, les risques de maladies sont plus importants, mais peut-être à un deuxième niveau, finalement, il y a une plus grande résistance et il va y avoir une plus grande variété. Mais c'est indécidable tout ça. On ne peut pas piloter a priori. Donc on voit bien que les horizons axiologiques sont toujours pluriels et qu'on ne suit pas toujours une ligne unique. Perpétuer des traditions, ça peut être une dimension de la localisation, mais ça entre aussi en contradiction avec des choses. Il peut y avoir des traditions rurales qui sont parfaitement pas écologiques, voilà, au sens de l'écologie scientifique. Voilà. Donc comment on articule ces choses-là sur les paysages, sur les espèces locales, hein, dans l'élevage, c'est un enjeu important. Les espèces, est-ce que c'est important en fait, voilà. C'est une question. On peut attribuer de la valeur à la perpétuation du fait des espèces locales qui existent là, etc. Mais ça s'articule. Ça s'articule ou ça s'articule pas dans des dans des discours qui montent en généralité. En fait, c'est pas si simple. C'est pareil pour des enjeux l'éducation. L'éducation à la transition, c'est un enjeu très important, mais qui précisément parfois doit utiliser des subterfuges et donc comme la sensibilisation, etc. Donc sensibiliser, l'éducation par sensibilisation, il faut trouver une porte d'entrée qui est précisément pas nécessairement qui requiert des formes de ruse en réalité. Donc c'est pour ça que ça implique vraiment un autre registre de la pratique, et pas celle de l'ingénieur, vous voyez, mais des formes presque de versatilité, de faire à la fois une chose, mais en faire un peu une autre en même temps. Donc faire attention à ça dans les enquêtes, en fait, sur des ambivalences qui perdurent, en fait, des systèmes, des pratiques, ou même professionnels qui sont fondés sur des ambivalences. Voilà. Et donc aussi pluraliser les modes d'évaluation, voilà, donc travailler souvent sur les faiblement équipés, les plus fortement équipés, et avec ce point important des contraintes de publicité, me semble-t-il. C'est-à-dire que pour travailler sur travail sur les modes d'évaluation, c'est de faire attention à ce qu'on peut recueillir dans un entretien ou dans une observation sur une évaluation, et qui précisément à la fois parce qu'on n'a pas les outils, mais aussi parce qu'on ne sait pas comment faire, se prête mal à une formalisation classique dans nos disciplines, que ce soit en économie ou même en géographie, etc. Or, parce que ça ne se dit pas, alors parce qu'on dit ça c'est ineffable, voilà, comme sur des modes de rapport aux haies ou aux vaches, ou que sais-je en fait, ou à l'alimentation, c'est ineffable, donc parce qu'il n'y a pas l'articulation discursive qui va derrière, en fait, le mode d'évaluation n'est pas réellement, ne passe pas comme très pertinent. Hein, donc un problème de réception. Et donc ça, me semble-t-il, assez important pour travailler sur la robustesse ou pas des différents types d'évaluation, de modes d'évaluation, pardon, de travailler sur les différentes contraintes de publicité, hein, c'est-à-dire contraintes quand on parle publiquement à quelqu'un public. Donc là, je termine là-dessus. En fait, en prenant, le mot langage d'évaluation a été utilisé par un économiste hétérodoxe catalan, Joan Martín des Alier, justement, qui parle justement, quand il étudie l'environnementalisme des pauvres, hein, ou l'écologisme des pauvres des pays du Sud. Il montre que dans la défense de la rivière ou de la forêt par des peuples autochtones d'Amérique du Sud notamment, il y a un usage, finalement, il y a une sorte de versatilité des langages utilisés. Il peut y avoir un langage pour le groupe en lui-même. On peut solliciter quelque chose comme l'esprit de la rivière, une forme d'animisme en fait partagé, nourricier, justement, qui a à voir avec la forme originaire de ce qu'est valeur. Et puis ils savent très bien que quand ils doivent parler au gouvernement brésilien ou aux ONG, donc pour le gouvernement brésilien, ils vont mettre plutôt des quantifications pour montrer en quoi c'est important, etc., pour l'Amazonie, pour la biodiversité, etc., donc de quantifier. Et puis aussi, quand on parle à la publicité, on parle aussi aux ONG ou de défense, en fait, de mettre en valeur d'autres aspects. Donc c'est pas uniquement stratégique, disons qu'il y a une sorte
d'ajustement des modes d'évaluation au type de mise en partage qu'on opère. Et donc, les politiques publiques requièrent certains types de mise en partage. La publicité, par exemple, si on fait une pétition dans un domaine, on va mettre un autre type de mise en partage, un autre type de valeur, etc. etc. Donc, l'idée étant, dans nos pratiques scientifiques, d'ouvrir un peu ce à quoi on fait attention. Voilà. Ce à quoi on fait attention, parce qu'on suivra les acteurs qui eux-mêmes font attention à certaines choses auxquelles notamment les gouvernants en fait, ne savent pas qu'on fait attention. Donc voilà, c'est toutes ces micro-attentions-là, de pouvoir les réintégrer dans le dispositif et dans la conscience collective, pourrait-on dire. Voilà. Merci de votre attention.